Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est une des images les plus marquantes de la guerre médiévale, un moment suspendu dans la mémoire des hommes, deux armées gigantesques qui sont là, qui se font face sur près de 3 de nos kilomètres, les premières lignes à quelques pas de distance l'une de l'autre. On dit que les soldats arrivaient à sentir le souffle de ceux de l'autre camp. Vous imaginez la tension extraordinaire que ça pouvait représenter sous un soleil de plomb sur ce plateau de Bouvines. Voici ce qu'en dit Jean Daillon, que j'ai plaisir à citer dans son roman historique Bouvines 1214, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Je le cite: « Midi. Le soleil dardait, provoquant une chaleur accablante dans le village de Bouvines déserté de ses habitants. Ceux-ci avaient fui en voyant arriver l'immense armée de France. Ils savaient comme se comportaient les soldeniers et les sergents d'armes. Selon l'usage de la guerre, tout leur était permis. Ils pilleraient ce qui ne leur appartenait pas, violeraient femmes et filles et brûleraient leurs demeures ou leurs fermes. Pour l'heure, les malheureux s'étaient cachés au plus profond des marais. Pourtant, ils avaient tort. Le roi avait ordonné qu'on respecte les villageois. Évidemment, les maisons avaient été vidées de leurs vivres, de leurs meubles et de leurs vêtements. De nombreux seigneurs et chevaliers s'étaient même installés à l'intérieur à l'abri du soleil, mais ceux-là étaient des privilégiés car le village ne comptant qu'une 50aine de logis, de granges et d'étables, dont la plupart n'étaient que des bicoques en bois, il n'y avait pas de place pour les milliers de fantassins et de cavaliers. Le roi qui a interdit qu'on fasse du mal aux populations civiles, c'est Philippe Auguste, bien sûr. La bataille de Bouvines trouve ses origines dans les rivalités politiques, dans les rivalités territoriales entre différents royaumes d'Europe. On est dans une période où la féodalité est encore assez présente et il faut remonter au milieu du XIIe siècle pour avoir l'origine des choses. À cette époque, la couronne d'Angleterre entre en possession d'une grande partie des terres du royaume de France, quand Aliénor d'Aquitaine se marie avec Henri Plantagenet en 1152. Les territoires de Guyenne et d'Anjou, quand ce dernier accède au trône d'Angleterre, c'est-à-dire 2 ans plus tard, passent sous le contrôle du roi anglais. Et ça va amputer le royaume de France d'une partie de son territoire occidental, tout simplement. Et à l'aube du XIIIe siècle, donc, Philippe II s'est donné pour mission de restaurer le domaine royal, d'affirmer son pouvoir sur l'ensemble de ses sujets. Et le roi anglais, qui se trouve être le fils de Richard Ier, le frère de Richard Cœur de Lion, donc Jean sans Terre, réunit une coalition européenne et s'entoure des ennemis de la couronne de France face à ce roi capétien, soucieux de consolider son autorité. Jean sans Terre, c'est le fils d'Henri II Plantagenet. Le comte de Flandre, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mais également le duc de Brabant, le duc de Bologne, tous ces gens-là unissent leurs forces. Vous comprenez maintenant pourquoi 2 gigantesques armées se retrouvent face à face. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est l'Anglais qui prend l'initiative de l'affrontement. Il débarque en France pour prendre Paris au début de l'année 1214. Alors il va se faire quand même humilier à la Roche aux Moines. C'est cette défaite de la Roche aux Moines, évidemment, elle joue un rôle très important. L'armée est complètement mise en déroute. Les Français ont complètement dominé les Anglais. C'en est trop pour l'aristocratie anglaise qui ne peut pas essuyer une défaite de plus. Et ça va être la révolte des grands barons qui impose un retour prématuré du souverain anglais dans son royaume, retour au terme duquel il va concéder ce texte absolument fondateur de tous les grands textes politiques occidentaux. C'est la Magna Carta, cette fameuse grande charte qui établit pour la première fois par écrit des droits respectifs du roi et des barons en ce qui concerne le gouvernement du royaume et, pour tout vous dire, disons les choses, mais c'est presque toujours le cas, en ce qui concerne la levée des impôts. C'est ça toujours le sujet central et majeur de la politique. Il s'agit donc de partager l'autorité royale avec la haute noblesse et un certain nombre des prérogatives royales sont désormais soumises au contrôle des grands du royaume. Vous allez me dire c'est un retour à une forme de féodalité, on peut voir ça comme ça, mais on peut voir ça aussi à l'inverse comme une avancée vers une limitation des pouvoirs royaux dans une couronne par ailleurs pourtant très centralisée. Bien. La coalition, privée de son leader, maintient son objectif qui est de défaire le roi de France. Il s'agit de donner une leçon à Philippe Auguste.
On sort des croisades à l'époque, l'art militaire a été marqué par tout ça. À cette époque, les chevaliers sont devenus des éléments essentiels des combats. Il faut les imaginer en armure, sur des chevaux caparaçonnés. Et ils sont quand même pas encore tout à fait aussi lourds qu'ils le deviendront un peu plus tard, quand ça deviendra carrément intolérable, hein, à Crécy ou à Azincourt. Face à eux, difficile de résister. L'infanterie, qui n'est pas encore très mobile à l'époque, peut compter sur des pics plantés dans le sol, ce qui permet de tenir les positions. C'est un petit peu des murailles mobiles, si vous voulez, sur le champ de bataille qu'on déplace au fur et à mesure, hein. C'est le bouclier du chevalier, d'une certaine manière. Et parmi les chevaliers, vous avez toutes sortes de rangs. Quelques grands barons, mais aussi de simples cavaliers qui sont là pour harceler les troupes ennemies et qui, évidemment, ne vont pas s'en faire faute. Vous écoutez Radio Classique. Alors, comment s'organise cet affrontement majeur de Bouvines ? C'est ce qu'a étudié dans le grand détail évidemment Georges Duby. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler de Bouvines sans citer le célèbre ouvrage de Georges Duby paru en 1973, Le Dimanche de Bouvines, dont l'incipit est resté fameux. Je cite les premières lignes de ce livre majeur. L'année 1214, le 27 juillet tombait un dimanche. Le dimanche est le jour du Seigneur, on le lui doit tout entier. J'ai connu des paysans qui tremblaient encore un peu lorsque le mauvais temps les forçait à moissonner un dimanche. Ils sentaient sur eux la colère du ciel. Les paroissiens du XIIIe siècle la sentaient beaucoup plus menaçante. Or, le dimanche 27 juillet 1214, des milliers de guerriers transgressèrent l'interdit. Ils se battirent, et furieusement, près du pont de Bouvines en Flandre. Des rois les conduisaient, celui d'Allemagne et celui de France, chargés par Dieu de maintenir l'ordre du monde, sacrés par les évêques, à demi prêtres eux-mêmes. Ils auraient dû mieux que personne respecter les prescriptions de l'Église. Ils osèrent pourtant s'affronter ce jour-là, appeler aux armes leurs compagnons et y engager un combat. Et oui, c'est tout le paradoxe de cette journée extraordinaire. D'abord, il faut préciser que Philippe Auguste a confié le commandement à l'évêque général Guérin, et il est conscient que ce dernier n'est peut-être pas le meilleur des généraux. Pour les Français, c'est l'aile droite qui compte d'abord. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, il y a une rivière qui empêche un débordement. Au centre, il y a une énorme masse d'infanterie que les coalisés vont essayer de percer pour couper en deux l'armée française. En revanche, il est possible de les contourner par l'est, puisque nous combattons en allant du sud vers le nord. Ce sont les ennemis qui ont le soleil dans l'œil. Voilà exactement le cas stratégique de Bouvines. Les Français mettent donc l'accent sur leur aile droite pour tenter un débordement, pour prendre l'ennemi à revers, ce qui est la chance principale, parce qu'il faut dire que les Français sont en forte infériorité numérique dans cette affaire. Mais ils ont un avantage, en tout cas pour l'époque encore, une chevalerie très puissante. On va donc, pour lancer les choses, utiliser des cavaliers, des sortes de sergents à cheval, si on veut, des cultivateurs qui ont été recrutés dans la vallée de l'Aisne et qu'on a un peu, disons-le, mis sur des chevaux et envoyés à la boucherie. L'historien Antoine Adangue parle de l'assaut du pot de terre contre le pot de fer. Et d'ailleurs, les chevaliers qui sont en face, quand ils voient débarquer ces gens-là, montrent une immobilité un peu dédaigneuse. Ils vont presque tous les démonter, simplement en éventrant leurs chevaux en passage. Comme ces cavaliers n'ont pas été trop lourdement armés, ensuite ils sautent à terre, si vous voulez, et ils continuent à se battre à pied une fois le cheval tué ou en train de mourir. Et ça va faire quand même un travail décisif de la part de ces cavaliers devenus fantassins par la force des choses. Pendant ce temps-là, on n'imagine pas la violence de tout ça, c'est complètement atroce, bien sûr. Pendant ce temps-là, Othon IV, qui donc est l'empereur du Saint-Empire en personne, a déclenché au centre l'attaque de l'armée française. Son infanterie avance à petits pas. Alors, je vous ai dit, supériorité numérique considérable, même si on n'arrive pas à connaître le nombre exact des combattants de part et d'autre. Il y a quand même de son côté des fantassins d'Allemagne, de Flandre, de Lorraine. Ils sont peut-être 3 fois plus nombreux que les soldats français qui vont avoir un grand mal à résister à cette espèce de déferlement d'acier, ce déferlement de force. L'inévitable se produit, le front français s'ouvre, le coin s'avance dans les lignes françaises, c'est un petit peu comme l'étrave d'un navire qui serait en train d'entrer dans la mer, si vous voulez. L'idée des coalisés, c'est d'essayer de prendre possession du chef,
du roi de France. Ça, c'est le but principal. Sauf que certains barons de la coalition vont se distraire de leur mission initiale. C'est une grande chance. Si tout le monde était resté concentré sur l'objectif qui était d'aller dénicher Philippe Auguste, je pense que ça aurait été plus compliqué. Il ne faut pas oublier en tout cas l'incroyable violence de ces combats. Je vous le disais à l'instant, on a retenu de Bouvines les gourdins ferrés, vous savez, ces massues couvertes de métal à leur extrémité et qui vont faire des dégâts considérables. Mais il faut tenir compte aussi des pics qui sont là pour harponner les cavaliers, des haches qu'on fait tournoyer et qui font généralement le vide autour d'elles, bien sûr. Et puis, il y a toutes ces armures, toutes ces grandes épées qui font miroiter le champ de bataille. Il y a ce soleil de plomb, n'oubliez pas qu'on est donc dans cet été sous ce soleil de plomb et que tout ça fait beaucoup de scintillements à l'horizon. Pour ceux qui étaient loin du champ de bataille, qui ont pu voir les choses, ça a dû être assez beau. Quand vous étiez sur place au milieu de la mêlée, c'était nettement moins beau à voir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce dimanche 27 juillet 1214 est une bataille absolument essentielle qui va décider du sort de l'Europe, qui va décider du destin également de la monarchie française, en l'occurrence incarnée par Philippe Auguste. Oh, j'ai eu l'occasion ici même, dans plusieurs émissions, de dire des choses pas toujours très aimables à l'égard de Philippe Auguste. On a vu son comportement, notamment lorsqu'il est parti en croisade avec son ami d'enfance Richard Cœur de Lion. Bref, à Bouvines, Philippe Auguste incarne le roi rassembleur. C'est une des belles et glorieuses pages de l'histoire de France, une des pages fondatrices de l'histoire nationale. C'est à ce moment, donc, dans une bataille qui a commencé par des engagements de cavalerie dont vous avez compris l'extrême violence, c'est à ce moment-là que se déroule une scène très fameuse. C'est un peu le sommet du drame de Bouvines et c'est Antoine Adam qui le raconte et qui le décrit merveilleusement. Je le cite. En 7 minutes va se jouer avec la vie du roi le destin du royaume. À peine Philippe a-t-il pénétré dans la masse impériale que 1000 fantassins l'enveloppent et le séparent de sa suite. L'épée royale se relève et s'abat inlassablement, mais les longues piques se croisent devant le destrier. D'autres cherchent à harponner le roi pour l'arracher de sa selle. Un routier réussit à l'agripper par le cou en engageant son crochet entre le capuchon des mailles et le haubert. L'homme tire, ses camarades tirent avec lui. Philippe se cramponne, mais son cheval perd l'équilibre, trébuche et s'abat. Le roi gîte à terre. Là, on se dit, ça y est, c'est fini, ça paraît terminé, la bataille va toucher à sa fin, poursuivons. Une nuée de ribauds se rue sur son corps comme des loups sur une proie blessée. Les dagues, les poignards, les couteaux fouillent le tissu d'acier pour trouver la fissure par où entrer dans la chair. C'est la curée. Ses fidèles ont vu le mortel péril. Les voici. Pierre Tristan saute à terre. Il saisit à bras-le-corps les ribauds qui tiennent le roi à la gorge, au risque de piétiner le souverain. Montigny pousse son cheval pour en faire un rempart. D'une main, il écarte les piques flamandes. De l'autre, il agite désespérément la bannière fleur-de-lysée. Les cavaliers demeurés en arrière fendent la presse pour venir au secours. De tous côtés s'élèvent des cris d'appel au bon chevalier qui combat plus loin sans deviner ce qui se passe derrière lui. « Au bar ! Au bar !» Extraordinaire moment où l'on voit la ruche venir protéger la reine des abeilles, si je puis dire. Vous savez, l'abeille était un symbole mérovingien, il deviendra ensuite un symbole bonapartiste et impérial. En tout cas, c'est bien ce dont il s'agit, cette espèce de masse qui vient protéger le roi contre une autre masse, celle de ces fantassins quasi mercenaires qui sont là et qui cherchent le défaut de l'armure et de la cotte. L'impressionnant Guillaume des Barres, qui est en train d'attaquer Othon, d'ailleurs lui-même en mauvaise posture, entend les appels qui lui sont adressés. Au bar, il réalise ce qui se passe. Il lâche sa proie, qui était donc l'empereur en personne, et file à toute vitesse vers ce qui reste la priorité, c'est-à-dire son roi. Je cite la suite, on est toujours chez Antoine Adam. À la vue du géant,
qu'ils connaissent de renom et dont l'épée tournoie en flamboyant les ribots s'écartent épouvantés comme des feuilles mortes qu'un coup de vent disperserait, débarre, s'ouvre un tel passage que l'on pourrait, diraient les chroniqueurs, y faire passer un char à 4 roues. Et ses compagnons s'engouffrent sur ses pas. Et c'est la diversion qui va réussir à sauver le roi Philippe. Le voilà dégagé, il peut remonter à cheval. À ce moment-là, on pourrait le croire abattu ou sonné, mais pas du tout. Il est galvanisé, au contraire, Philippe. Il reprend le combat à bride abattue. On se bat comme si on ne s'était point encore battu, dit la chronique. Alors bon, il faut faire la part, évidemment, de ces enjolivements de poètes et chroniqueurs. Mais enfin, tout de même, on se bat comme si on ne s'était point encore battu. Vous imaginez l'énergie qui déjà a été dépensée dans ce combat? Eh bien, la voilà d'un seul coup renouvelée, neuve, très fraîche. En face, l'infanterie décoalisée qui s'était vue remporter la victoire est complètement sidérée. On est saisi d'abattement. On voit cette infanterie à la peine. Les Français, eux, s'en donnent à cœur joie. Les coalisés vont subir attaque sur attaque. Ça y est, on sait qui a pris le dessus. J'ai même plus besoin de vous dire qui a gagné la bataille de Bouvines. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le chapelain Guillaume le Breton, qui a été un témoin oculaire de ces combats homériques, va présenter une interprétation sacralisée des faits en insistant sur le grand cas que le roi Philippe a pu faire de la vie de ses soldats. Toujours cette idée d'épargneur d'hommes. Le roi ne voulut pas que ces gens fissent la chasse aux fuyants plus d'1 mille pour le péril des passages mal connus et pour la nuit qui approchait, et mêmement pour que les princes et riches hommes qui étaient pris n'échappassent par aucune aventure ou qu'ils ne fussent ravis et enlevés par force à ceux qui les gardaient. Car c'était une chose que le roi redoutait fort. Alors sonnèrent trompes et buccins pour donner signe de retour à ceux qui encore chassaient. Et quand toutes les compagnies furent retournées de la chasse, ils s'en allèrent tous aux hébergements à grande joie et grande liesse. Eh oui, c'est le tapage victorieux de ceux qui se savent non seulement sauvés, mais vainqueurs. La bataille de Bouvines est gagnée par l'os de France, avec des conséquences immédiates dans la configuration de tout, je vous ai dit, de cette partie du continent. La fuite de l'empereur Othon IV marque la fin de son règne et l'accession au trône de Frédéric II de Hohenstaufen, qui va jouer un rôle très important. Cette nouvelle dynastie à la tête du Saint-Empire romain germanique va avoir un rôle notamment essentiel dans l'équilibre de la chrétienté en Europe par les assauts qui vont être faits, politiques, j'entends cette fois, à la papauté. Victoire des troupes françaises qui permet cette victoire à Philippe Auguste de consolider son pouvoir dans un royaume dont vous imaginez bien qu'il était encore un peu chancelant. Rappelez-vous le règne difficile de son père Louis VII. Ça lui permet à lui de devenir un des rois les plus puissants d'Europe. Il va devenir, si l'on peut dire, empereur en son royaume. Très important, cet équilibre qui s'instaure entre puissances souveraines. Sa victoire est célébrée à l'occasion de grandes festivités à la gloire de cette nouvelle dynastie capétienne, de cette dynastie capétienne assise en tout cas cette fois, nouvellement assise. Le roi est sacré, il assure sa mission divine, il se détache un petit peu plus au sommet de la pyramide féodale et ce qui est en train de naître derrière la féodalité encore présente, c'est un État qui va s'assumer. La victoire de Bouvines s'inscrit enfin dans une stratégie globale de reconquête des territoires perdus, qui jusqu'alors étaient, vous l'avez compris, contrôlés par les Anglais. Philippe, à la fin de son règne, est parvenu à limiter les possessions anglaises à seulement la Guyenne, cette région du sud-ouest de l'actuelle France. L'expansion territoriale va permettre de restaurer les frontières du royaume de France. Ça n'est peut-être pas la principale des conséquences de Bouvines, mais c'en est évidemment la plus visible. Vous écoutez Radio Classique.